Je vous donne tout de suite nos numéros pour participer activement à cette discussion. 1-877-827-2346. Si vous avez des questions pour notre ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, mon invité, vous pouvez faire par texto, bien sûr, vous le savez, le 1-877-CUBE-RADIO. Effectivement, notre ministre des Transports ne ménage pas les siens. Elle est sortie de sa circonscription de Louis-Hébert, dans le coin de Québec, pour venir à Montréal. Il y a plein de dossiers, Geneviève Guilbeault, qui vous amène ici. Merci d'être là. Merci à vous pour la belle invitation. C'est la session parlementaire aussi. Ça a été sportif. Ça a été une grosse année. Il y a beaucoup de dossiers qui, sans doute, vous préoccupent. Je vais tout de suite nous débarrasser de celui là, qui fait beaucoup jaser nos auditeurs. C'est le fiasco de SAC-CLIC. Oui. Vous êtes ministre des Transports depuis 2022, si je ne me trompe pas. Fin 2022, oui. Fin octobre 2022. Quel est votre message aux Québécois aujourd'hui par rapport à ce fiasco SAC-CLIC où on nous a dit dépassement de plus d'un demi-milliard de dollars, ça pourrait même être 1 milliard, de l'argent public. On a entendu toutes sortes de choses en ce moment à la commission Galland qui nous font sortir de nos gonds. Les gens sont vraiment en colère. Il y a évidemment de plus en plus d'experts qui disent il faudrait mettre la SAC sous tutelle. C'est votre société d'État, c'est vous, en tout cas, une de celles que vous gérez. Votre position de ministre là-dessus, quelle est-elle? Bien, la première, vous me disiez quel message. Oui. Moi, là, je partage entièrement le point de vue des contribuables qui sont scandalisés jour après jour d'entendre et de voir ce qui se déroule à la commission Galland. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire une enquête publique. On aurait pu faire toutes sortes d'enquêtes privées, d'audits internes, etc. Mais je pense que c'est bon que les personnes qui sont responsables de ce qui est à l'origine de ce qu'on vit aujourd'hui, il faut quand même partir de ce fameux contrat qui a été signé en 2017 par le Parti libéral. Alors moi, sans vouloir faire de politique, quand je vois le Parti libéral qui s'insurge aujourd'hui, c'est eux qui ont signé ce contrat-là. Et ce contrat-là, il est sur 10 ans. Donc, on vit avec jusqu'en 2027. Et donc, qu'est-ce qui a mené à la signature de ce contrat-là avec toutes les déclarations qu'on entend aussi, là? Qui a été associé à la fameuse alliance du contrat? Alors, bref, le commissaire Galland, il faut faire attention à nos commentaires parce qu'on veut évidemment pas se substituer au commissaire, mais il va faire son rapport. Mais il y a ce contrat-là. Et même avant le Parti libéral, le Parti québécois avait signé une exemption de reddition de comptes pour la SAAC en disant que ça va les aider à résorber leur déficit. Alors, il y a des choses qu'on entend. Et à travers ça, des gens qui ont été sur des conseils d'administration, qui ont été à la SAAC, qui viennent nous dire, bien candidement, ben nous, à l'époque, on le disait, mais ils disaient, les dépassements de coûts, c'est pas prévu, mais tu sais, puis j'ai quelqu'un qui dit, la Terre s'arrêtera pas de tourner, même si ça marche pas si bien que ça. Des choses comme ça, là. Imaginons-nous, là, l'homme ou la femme qui revient de travailler, qui ouvre les nouvelles chez eux, qui écoute ça en faisant le souper, qui jour après jour entend des choses comme ça. Ah, mais c'est épouvantable pour les gens, là. C'est scandaleux. On se peut plus. Moi, quand j'ouvre les lignes là-dessus, c'est terrible, hein, Geneviève Guilbeault. Ben oui, mais je suis d'accord avec eux. Vous êtes là depuis 3 ans. Donc, vous êtes d'accord avec les citoyens là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Exact. Vous êtes vous-même ministre des Transports depuis 2 ans et demi, bientôt 3. Depuis les dernières années, de votre compréhension du dossier, parce que vous avez dû en entendre parler, là, ça se parlait d'un corridor. Qu'est-ce que vous saviez là, depuis les dernières années de ce dossier-là? Encore Parce une fois, que nous, on vient d'apprendre attention. ça. Là. Oui, ben non, mais moi, quand je suis arrivée au ministère des Transports, j'avais aucune idée de tout ce qu'on entend en ce moment à la commission. Quand est-ce qu'on vous a que vous avez commencé à être au courant? C'est le propos, puis vous savez, je rêverais de pouvoir exposer l'entièreté puis de répondre en détail à vos questions, mais je crains de transgresser les règles de la commission parce que je m'attends à être appelée à la commission. En tout cas, si on m'appelle, je vais y aller puis je vais répondre à toutes les questions puis donner ces informations-là. Mais il faut faire attention parce que si je m'avance trop et que je dis publiquement des choses que je n'ai pas eu encore l'occasion de dire au commissaire dans le cadre de l'enquête publique, je m'expose à ce qui est de l'inconfort à la commission. Je comprends. Alors, je dois respecter tout ça. Je comprends. Il y a quand même des gens, l'opposition, bien sûr, qui fait de la politique, on comprend, mais que c'est quand même des questions pertinentes de dire que savait la ministre des Transports. Alors, je comprends que vous allez aller témoigner, que vous ne pouvez pas trop en dire aujourd'hui, mais c'est quand même une question assez centrale. Que saviez-vous de ce dossier-là? Et qu'est-ce qui a été fait depuis que vous êtes là pour essayer justement de résorber cette espèce de trou béant qui est ce fiasco-là? Là? C'est un trou financier, là. C'est de l'argent public. Et visiblement, qui a été, de ce qu'on entend parler à la commission Galland, qui a été manipulé. Là.
Bien, encore une fois, c'est ça. Moi, vous pouvez dire ces mots-là, mais moi, il faut que je fasse très attention. Mais je vous reporte à plusieurs témoins qui sont des gens qui ne sont même plus à la SAAC en ce moment. Et c'est des choses dans le passé. Ça s'enracine il y a des années et ça a continué. C'est une espèce de système qui semble avoir perduré. Et donc, c'est ça. Moi, je suis arrivée, c'était le déploiement de SAAC Clic. Ouais. Et quand je vais passer à la commission, je vais répondre en détail, soyez-en assurés et en toute transparence, comme j'ai l'habitude beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. Mais il faut se rappeler pourquoi il y a une commission d'enquête en ce moment. C'est parce qu'il y a eu un rapport du vérificateur général le 20 février dernier qui, lui, a révélé comme l'espèce de pointe de l'iceberg. La dernière fois que je suis venue ici, là, dans ce local-là, c'était avec Benoît Dutrisac, où j'avais dit ces mots-là. J'avais dit le rapport du VGQ, quant à nous, c'est la pointe de l'iceberg. Il semble y avoir beaucoup de gens dans le passé qui ont su beaucoup de choses, qui ont fait ou n'ont pas fait beaucoup de choses. Et ça prend une enquête publique pour que les citoyens contribuables puissent voir et que ces gens-là se mettent le visage à la télé puis répondent de leurs actes. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a déclenché l'enquête publique. Et vous avez envoyé vous avez comme réveillé l'UPAC, là? On ne sait pas si l'UPAC dort ou pas, mais j'imagine que l'UPAC suit la commission Galland comme nous tous. Bien, je leur avais écrit après le rapport du VGQ, parce que c'est le rapport du vérificateur général qui nous a dit il y a beaucoup de choses qui semblent avoir été dissimulées, de l'information qui n'a pas été transmise, des chiffres qui ont été manipulés. Puis bon, alors, ça, c'est le rapport du vérificateur général. C'est pour ça qu'on fait une enquête publique, pour que le commissaire vienne à bout de ça. Qui savait quoi? Qui a transmis quelle information? Puis pourquoi on en arrive à une situation comme ça, où une série de personnes semblent s'être déresponsabilisées ou en tout cas avoir... bref, on va voir ce qu'il en est. Autre dossier, parce que de ce fiasco de la SAAC avec SAAC Clic et tout ça, je parlais de la confiance des gens envers d'abord le gouvernement en place. Vous êtes quand même vice-première ministre. Ça a été une année difficile pour la CAQ, là, pour en parler longuement. Mais je vais me concentrer sur les autres dossiers. Entre autres, le dossier du troisième lien. Vous êtes de la région de Québec. On est passé par toutes les étapes. Là. En résumé, là, ça a été un projet, plus de projet, 2 tubes, un tube. Là, on va décider du parcours. C'est-tu l'espèce de dossier boulet que vous traînez puis qui verra difficilement le jour, finalement, puis qui, en attendant, entache beaucoup la réputation du gouvernement? Le troisième lien, vous voulez dire? Bien, je vous dirais au contraire, à Québec et sur la rive sud de Québec, c'est le dossier prioritaire pour les citoyens. C'est un dossier dont on parle depuis des décennies, le troisième lien. S'il s'était construit bien avant nous, il serait déjà construit, premièrement. Deuxièmement, le développement et tout ça, se serait fait autour de ce lien-là. Mais là, on en est là aujourd'hui. Et c'est un dossier, encore une fois, vous disiez tout à l'heure, les gens font de la politique, c'est normal, mais c'est un dossier avec lequel tellement de gouvernements ont fait de la politique. Avant nous, c'était le Parti libéral, avant nous, disait on va faire un troisième lien, étudiait des scénarios et tout ça. Alors, c'est un dossier qui a vécu de manière théorique et virtuelle pendant des années, avec, rétroactivement, aucun gouvernement qui semble avoir eu la réelle intention de le faire. Alors là, je vous dirais qu'on est un peu à la croisée des chemins. Si nous, on le fait pas, et nous, on a l'intention de le faire, mais si nous, on n'est pas là pour le réaliser, je doute qu'un jour, quelqu'un le réalise. C'est pour ça que je vous dis, on est à la croisée des chemins. Et moi, je travaille très fort sur ce dossier-là. C'est ce que dit un peu le maire de Québec, d'ailleurs. Bien, le maire de Québec, c'est pas quelqu'un qui adhère à ce projet-là. Bon, en fait, je sais pas. Je sais pas exactement son opinion, mais tu sais, je vous dirais, c'est mon objectif, c'est pas de le convaincre non plus. Mon objectif, c'est de livrer ce projet-là pour les citoyens. Mais y a-t-il encore des gens convaincus que c'est un bon projet? Est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne façon? Avant hier, dans Le Soleil, il y avait un sondage qui disait que 70 % des gens veulent le troisième lien, le considèrent très important ou important. Et ce, malgré tout ce qu'on en dit, là, parce qu'il y a beaucoup de médias qui aiment critiquer le projet de troisième lien. Les partis d'opposition méprisent le projet de troisième lien, malgré qu'ils ont des élus à Québec. Il va coûter combien, et moi, des fois, ce je vois l'inconfort. Quand je soulève ça devant eux, ouais. je dis, vous avez des élus à Québec, le Parti québécois. Parti libéral, ils n'ont pas d'élus à Québec, mais donc Québec solidaire aussi. Quand vous voyez que 70 % des citoyens veulent un projet, comment est-ce que vous conciliez le fait de dire c'est important la voix des citoyens, on respecte les citoyens, mais de mépriser un projet que 70 % d'entre eux souhaitent? Mais combien il va coûter ce projet-là? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans, tu sais. Combien il va coûter le troisième lien à ce jour? Bien là, le budget cible va être dévoilé un peu plus tard parce que vous savez qu'il y aura une annonce, en fait. La prochaine annonce, ce sera le corridor. Donc, je vous invite à suivre ça. Bien, j'avais dit le printemps 2025. Donc, on est le 5 juin. Alors, incessamment.
C'est quasiment l'été, là. J'ai jusqu'au 20-21 juin. Et le coût? On est dans les combien de milliards? Là? Bien, je vous invite à suivre. Parce que je vous pose la question, l'annonce. je comprends, là, mais je comprends que les gens le veulent dans leur coin, surtout à Lévis, mais on n'a plus d'argent pour rien. Nous, à Montréal, des fois, on nous oublie dans l'Est, puis il y a des hôpitaux qui ont de la visite, ça devient des os. Fait que, à un moment donné, les gens entendent beaucoup ça aussi, le contribuable entend beaucoup. Il n'y a pas d'argent pour ci, il n'y a pas d'argent pour ça, mais il y a le troisième lien qu'on va faire, puis si on y tient mordicus, c'est notre gouvernement qui va le faire. Fait que ça fait partie aussi de cette confiance-là. Mais on va suivre votre annonce. Mais j'aimerais ça juste réagir parce que sur Montréal, je trouve ça très paradoxal qu'on entretienne un discours comme quoi on ne mettrait pas d'argent dans l'Est de Montréal parce que le prolongement de la ligne bleue du métro, 7,6 milliards. Le tunnel Hippolyte-Lafontaine, dans lequel il y a eu un accident, là, d'ailleurs, on est en train de gérer ça, 2,8 milliards. 2,8 milliards pour le tunnel Hippolyte-Lafontaine, plus 7,6 milliards. Et on fait le prolongement du SRB P9 à 400 quelques millions jusqu'à Notre-Dame, entre Pierre de Coubertin et Notre-Dame. Donc, juste ça, on est à plus de 10 milliards juste en transport. En infrastructure de transport. Juste en transport. Alors, il y a énormément d'argent. Et là, puis on va peut-être parler de mobilité Infra-Québec. J'y vais là. Le projet structurant de l'Est de Montréal. Ouais. Enfin, il y a un projet dans l'Est de Montréal et sur la Rive-Nord de Montréal. Il n'y a jamais rien eu avant notre arrivée, malgré qu'il y a eu le Parti libéral 15 ans avec des élus dans l'Est. Ils n'ont jamais fait, ils n'ont même pas fait le prolongement de la ligne bleue, imaginez-vous. Et là, tout ça est en train de se réaliser. Il y a des pépines, il y a un tunnelier qui creuse la ligne bleue en ce moment. Alors, moi, quand on me dit Montréal fait partie des régions pour lesquelles, dans les investissements en infrastructure, le montant d'investissement prévu en infrastructure sur les 10 prochaines années excède le pourcentage de population. Donc, avantagé dans le transport, PQI. Mais sincèrement, sur l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis je sais que c'est pas votre dossier, fait que je vous amènerai pas là, mais il y a énormément de grains. Puis là, heureusement, on a fini par allumer que c'était important. Mais on pourrait vraiment débattre du fait que l'Est de Montréal est souvent oublié, en tout cas dans le dossier des infrastructures en santé, clairement. Mais je comprends que c'est important partout. Là. Il y en a mais partout. C'est surtout des besoins. que l'Est, avant nous, on est là depuis 7 ans, mais pendant des années, parce que vous avez raison, c'est comme s'il ne s'est rien fait pendant des années. Vous parlez là, du faut train léger. Des années en 7 ans. Voilà, puis justement, ça fait 3 fois là, qu'on s'y prend là, depuis 2007 là, pour le fameux projet, là, le fameux projet du train de l'Est. Bon, là, vous avez annoncé une nouvelle structure. Parlez-moi de ça, de cette nouvelle structure. Une autre. Moi, ma première réaction, je vous avoue, Geneviève Guilbeault, ça a été de me dire, bon, coudonc, une autre structure avec une autre présidente à quoi, 500 000 $ le salaire, puis un autre conseil d'administration, puis une autre patente à gérer qui se rajoute aux autres patentes. Vous êtes convaincu que c'est ça que ça prend? C'est ça que ça prend parce qu'on a un cul-de-sac de capacité puis d'efficacité de réalisation des projets structurants, exactement comme celui que les gens attendent depuis des années dans l'Est de Montréal. Et le projet en question va se rendre jusque sur la Rive-Nord, là, donc Repentigny, Terrebonne. Mais je veux revenir parce que vous avez raison, nouvelle structure. Oui. Et je veux que les citoyens là, entendent bien le fait que on n'ajoute pas d'employés dans la fonction publique avec ce projet-là. Vous avez dit petite équipe. Petite équipe, premièrement. Et les gens, le nombre de personnes qui vont être embauchées dans Mobilité Infra-Québec ont réduit d'autant le nombre d'employés dans le ministère des Transports. Autrement dit, si j'embauche 20 personnes chez Mobilité Infra-Québec, je me suis fait couper 20 postes. On a coupé 20 postes au ministère des Transports volontairement pour qu'au net, il n'y ait pas d'ajout de personnes dans la fonction publique. Êtes-vous en train de me dire, honnête, cette nouvelle structure-là... Ajoute pas d'employés dans la fonction publique. C'est à coût nul? Non, bien, c'est-à-dire qu'il va y avoir des dépenses il va y avoir des dépenses de rémunération, mais en même temps, il faut déduire les dépenses qui auraient été faites si on n'avait pas coupé les 50 postes au ministère des Transports. En ce moment, on a coupé 50 postes au ministère des Transports. Faisons ça simple, là. On a coupé 50 postes au ministère des Transports. Oui, mais donc, la masse salariale qui vient avec. Oui, parce qu'il y avait, si je me souviens bien, là, il y avait quand même ce désir de réduire les dépenses gouvernementales. Exactement. On a demandé à tous les ministères de couper au moins 10 % puis de geler l'embauche. Voilà. Donc, on ne peut pas ajouter de nouveaux employés dans la fonction publique. Mais là, si vous partez une autre structure à côté, Geneviève Guilbeault, si vous partez une autre structure, combien elle va faire la présidente, la directrice générale? Bien, ça, c'est les salaires des emplois supérieurs, c'est 309 000, je crois. Quand même, là. Plus le conseil d'administration. Fait que je comprends que c'est une petite équipe, mais pourquoi ça ne pouvait pas être fait au ministère des Transports, dont on dit d'ailleurs qu'au fil des ans, il a été vidé beaucoup de ces experts qui sont allés au privé parce qu'ils n'en pouvaient plus de ne pas être considérés. Puis je sais que c'était avant vous peut-être, mais en attendant, vous auriez pu décider que ça se fasse à l'intérieur de votre propre ministère.
parce qu'on veut faire les projets différemment. Tu sais, il y a beaucoup de gens, puis ça, c'est toujours le paradoxe. Tu sais, on nous dit qu'il faudrait être capable d'attirer, d'avoir des salaires plus élevés pour attirer d'autres types de personnes. Mais quand on augmente les salaires, on le fait avec les infirmières et les profs, ça génère des dépenses supplémentaires récurrentes. Avec les professeurs, les infirmières, ça génère 600 millions de plus par année pour des salaires. Nous, on trouve que c'est une bonne chose. On voulait payer plus les infirmières, on voulait payer plus les profs. Permettez-moi, avec respect, vous mélangez un peu les profs, les enseignants. Moi, je regarde les 14 qui font des gros salaires à la caisse de dépôt. Je dis pas qu'ils ne méritent pas, mais à un moment donné, c'est parce que combien de salaires les hauts gestionnaires des entreprises, des sociétés d'État peuvent-ils faire comparativement aux travailleurs de la classe moyenne? C'est quand même l'argent public. Bon, non, mais vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on augmente des salaires, ça augmente les dépenses. Et donc, après les gens nous disent on dépense beaucoup. Fait que je dis juste qu'il faut trouver l'équilibre. Oui. Mais somme toute, c'est important de dire que c'est pas une nouvelle structure qu'on ajoute qui va venir ajouter des employés. C'est pas comme Santé Québec. À l'État, là. C'est à coût nul en termes d'effectifs. Il faut être très, très conscient de ça. Pour moi, c'est important. D'effectifs, on a compris, mais pas forcément en termes d'argent. Bien, c'est que c'est une masse salariale transformée. Oui. Est-ce que ça va être comme un nouveau Santé Québec pour la santé que cette affaire-là pour le transport? C'est pas du tout comparable. Des fois, les gens font la comparaison, puis je comprends parce que... Mais c'est probablement, on n'est pas du tout dans le même type de service. Santé Québec, c'est la santé des gens. C'est ce qu'il y a de plus vital au sens propre et au sens figuré. Donc, extrêmement important et très, très gros. Parce alors que là, vous, votre équipe va gérer ce projet-là. Nous, c'est comme une espèce de bureau de projet national qui va nous éviter, puis ça, il faut voir aussi les économies à la clé, parce qu'en ce moment, quand on veut se partir un projet de transport collectif, comme on a avec le tramway à Québec avec la Caisse, comme la Caisse, au départ, était dans le projet de l'Est de Montréal, s'est retiré du projet, donc là, on l'a repris, comme on a avec le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, on paie des ressources à l'extérieur, de toute façon, pour faire ces projets-là. On paie des bureaux de projet. Avez-vous le temps de vous occuper du financement avec la CDPQI. Alors, il y a des dépenses qui sont liées à ça. Tu sais, quand on confie ça, là, les projets, c'est pas à coup nul, puis ça se fait par magie. Avez-vous le temps de vous occuper du REM, là, cette nouvelle structure, là, Transport Infra-Québec? Est-ce qu'il y aurait le temps d'aller donner quelques conseils aux gens qui gèrent le REM? Parce que, qu'est-ce que vous en pensez du REM fermé tout l'été à Montréal? Des problèmes de gestion du réseau toute l'année. Les gens ne font plus confiance du tout. Vous parlez de mobilité durable. Vous êtes ministre, d'ailleurs, des Transports et de la mobilité durable. Là, en termes de mobilité durable, là, vous demandez aux citoyens de Montréal, c'est un échec. Là. Une fois sur deux, ils ont peur d'être pris dedans. Non, je sais. Bien, ça a été très complexe. Là, les tempêtes de neige qu'on a eues en février. Rappelez-vous. Bien, je m'en souviens. Et moi, mais vous êtes à Québec. Nous autres, on est ici. Là. Moi, j'habite à côté. Là. Oui, je peux jamais le prendre. Non, mais ça, je comprends tout ça. Puis moi, j'ai convoqué à plusieurs reprises parce que c'est un trio là, pour l'opération du REM. Donc, il y a la CDPQ Infra, il y a Alstom et il y a Atkins. Vous avez convoqué le groupe? Oui, bien, à plusieurs reprises, on s'est parlé. Puis j'ai un compte-rendu hebdomadaire de ce qui se fait parce qu'au départ, il y a eu les pannes dans les tempêtes. Bon, on comprend, il y a eu des tempêtes et tout ça. Il y a eu tout un diagnostic. Et là, ils ont tout un plan de match pour remplacer les pièces qu'on doit remplacer puis faire en sorte que ça ne réarrive pas l'hiver prochain. Mais est-ce que vous les brassez un peu? Donc, bien, on a des bonnes conversations. Mais je vous dirais qu'eux en sont conscients. Eux, ils ont une réputation aussi. Là. Eux n'ont pas envie que les gens se disent qu'ils ne sont pas capables de gérer le REM. Ce qu'on est en train de se dire là, en ce moment, ce qui se dit ici, là, ils n'ont pas envie, plus que nous, d'entendre ça. Là. Alors, mais tu sais, puis je le dis tout le temps, ça aussi, puis c'est très important. Parce que là, on va mettre dans les prochains mois, on va mettre en service la prochaine branche du REM. Puis je pense qu'une des leçons qu'il faut tirer, outre l'aspect mécanique, là, remplacer les pièces pour faire en sorte que ça fonctionne mieux sur le plan mécanique, il y a l'aspect des communications aussi. Tu sais, quand tu es pris dans le REM puis tu sais pas quand tu vas pouvoir sortir de là, c'est des choses là, tu sais, qui n'ont pas de bon sens. Alors ça, beaucoup de travail qui a été fait aussi. Mais je pense que pour la prochaine mise en service, il faut trouver l'équilibre entre notre hâte et notre impatience à mettre en service la suite du REM parce qu'on prend des engagements sur des périodes. Bon, on dit telle période, on va le mettre en service. Mais je pense que là, pour toute la suite, et ça vaut pour tous nos projets, faire les essais qui sont nécessaires, prendre le temps qu'il faut pour faire les essais, le nombre d'essais, essayer, réessayer, s'assurer que tout est fonctionnel avant de le mettre en service, plutôt que des fois, peut-être succomber, puis je dis pas que ça a été le cas avec l'antenne de Brossard, là, mais des fois, on peut succomber à la volonté d'aller plus vite, même si c'est pas tout à fait prêt, puis là, regarde, on se retrouve à être obligé de roder ça pratiquement à l'usage. Donc, votre message, c'est voulez-vous vous assurer que ça marche avant de dire que ça marche, en gros. Bien, c'est-à-dire que moi, j'ai des conversations régulièrement avec eux pour le tramway de Québec aussi, parce qu'on travaille le tramway de Québec. Et donc, quand on parle du moment de la prochaine mise en service, c'est sûr qu'à chaque fois, on se dit, est-ce qu'on est sûr que ça va être prêt? Moi, je préfère qu'on vive avec quelques mois de plus
et qu'on soit sûr, plutôt que de respecter à tout prix une date qui a été donnée peut-être 1 an, 2 ans avant de faire les essais, Oui. et que là, finalement, on n'est pas sûr. Oui. Tu sais, dans le doute, on s'abstient, comme on dit. Je voulais vous faire un petit cadeau, quand même. Parce que maintenant, c'est vous faites gentil. partie de... Vous avez lancé comme une phrase qui est devenue vocabulaire populaire. Et aux compagnies de transport, vous avez quand même dit « Gérez votre fougère ». Je tenais à vous offrir une fougère, Geneviève Guilbeault. Merci beaucoup. Je pense que vous... Julie de vous Merci. avez étudié, je pense, au cégep de Sainte-Foy en sciences de la nature, fait que vous êtes capable d'apprécier. Avez-vous le pouce vert? Non, pas du tout. Non? Mais sciences Mais de la nature, prenez-en c'est soin, sciences il va pures, falloir c'est pas gérer des, votre fougère pour vrai, là. Ben là, on va l'amener au bureau. Avec mon équipe, on va l'entretenir. Ben non, mais un peu de verdure, il n'y a rien comme un peu de verdure. C'est ça. Hey, gérer pour, votre fougère, c'est rendu que tout le monde dit ça? Ben oui, mais moi, en plus, j'ai pris ça, c'est à la maternelle qu'ils disent ça. Pour Gère nos ta enfants. fougère. Oui, il y a des profs. Puis quand j'ai dit ça, j'ai des mamans qui m'ont écrit, qui ont dit oui, c'est vrai, mon fils, ma fille dit ça, le prof à l'école. J'ai une autrice qui a écrit un livre pour enfants qui s'appelle Gère ta fougère, puis un autre Mêle-toi de tes oignons, qui m'a envoyé en cadeau ces 2 livres que j'ai mis sur mes réseaux sociaux. Donc, j'ai dit, mon Dieu, c'est cute. Tu sais, alors, il y a quand même, moi, je peux dire, des produits dérivés autour de ça Ouais. qui touchent nos enfants, puis qui touchent nos profs, puis nos mamans, puis une Puis autrice. en même temps, Alors, je quand trouvais on ça dit beau. gère ta fougère, ça veut dire gère toi. Ben, gère ta fougère, puis moi, mine de rien, dans ma vraie vie, avec Ouais. mes enfants, on l'utilise aussi, puis ils comprennent instinctivement ce que ça veut dire. Alors, je Ouais. trouve que c'est une belle façon de dire, plutôt que de dire, mêle-toi de tes affaires, qui peut sembler impoli ou rude un petit Ouais. peu. Gère ton budget Gère quand ta même. fougère, Ouais. ben, gère ton budget, C'était oui. ça le contexte, là. Vous disiez compagnie de transport, là, ça va faire les déficits, là. Arrêtez de nous quitter de l'argent, gérez votre fougère. Ben non, mais je pense qu'on a nos propres enjeux au gouvernement. Oui. On peut pas éponger des déficits de sociétés de transport qu'on gère même pas à chaque Vous année. avez parlé de vos enfants, on vous a beaucoup critiqué. Moi, je vous suis sur les réseaux sociaux. Vous êtes très active sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes très impliquée aussi parce qu'avant d'être vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, vous êtes aussi députée, donc, dans votre circonscription de Louis Hébert. Les gens vous voient, vous magasinez local. Et on vous a vu avec vos enfants quand il y avait là, des séances là, où ça finissait plus de finir, il fallait aller voter le soir. Vous avez amené vos enfants avec la doudoune et tout. Puis il y en a, vous avez passé une nuit au Parlement. Il y en a qui ont dit mauvaise mère. Puis il y en a qui ont dit, bon, ben bravo, félicitations. Moi, j'étais plutôt dans la gang qui disait, bravo Geneviève, on n'a pas le choix, c'est de même, c'est ça une femme qui travaille. Il y en a, par exemple, qui ont trouvé que c'était pas chouette. Ben, il y a toujours quelques commentaires négatifs, là. Ben, C'est dépendant dur quand aussi même, du cette réseau vie-là. social. Il y a Ouais. des réseaux sociaux, là, puis je vois de plus en plus de collègues qui se désabonnent, par exemple, de X. Ouais. Moi, je suis encore sur X, mais j'avoue que la concentration de négativité et de toxicité sur X, je trouve, a atteint Ouais. des sommets. En tout cas, c'est une opinion personnelle. Mais ben, vous êtes faite forte, Mais pareil. c'est quand même intense. là. Puis encore, je voyais un député de l'Assemblée nationale cette semaine qui je me rendais compte qu'il avait dit « Je n'alimente plus mon compte X ». Alors, donc, il y a ça, mais sur les autres réseaux sociaux, parce que moi, je trouve ça important. Je trouve que c'est une façon de connecter avec les gens, les jeunes. De plus en plus, ils vont vers les plateformes. Vous voyez, vous, ici, vous êtes multiplateforme. Ah, Là, on tellement, se on est voit partout. sur 5 écrans. Ouais. Vous avez votre ordi, votre téléphone, Ouais. votre micro. Puis c'est ça qu'il faut. Ouais. Alors, tu sais, donc, je trouve que ça vaut aussi pour les politiciens. Et si je trouve il y a un métier où on doit rester connecté sur la vraie vie, c'est bien la politique. Puis Ouais. c'est pas vrai que les gens écoutent le canal de l'Assemblée nationale. là. Ouais. Peut-être à Vous parlez de l'occasion, votre mais... collègue là, qui se désengage des réseaux sociaux. Martine Biron, qui n'était pas sûre de rester en politique. Vous, on a déjà dit, vous, que vous seriez première ministrable. Ben moi, continuellement, on me prête des intentions et des ambitions. C'est une question. On semble utiliser ça pour dire des choses sur moi. et Aimeriez-vous tout ça, être première Alors, ministre? tu sais, moi, là, j'ai pas du tout cette pensée-là. Je Non? vous dirais que j'ai amplement de quoi faire en ce moment. J'ai déjà un chef. Il y a déjà un excellent premier ministre. Êtes-vous Il va là se la prochaine présenter fois? à Vous la êtes là prochaine élection. Vous êtes là la prochaine fois? Et moi, j'ai l'intention de me présenter à la prochaine élection. Mais j'ai beaucoup de travail et de choses à faire en ce moment. Ah, vous nous l'avez bien dit. Peut-être que c'est parce que j'ai beaucoup de travail que j'ai pas le temps de m'occuper de patinage autant que certains qui semblent avoir plus de temps libre. Ben, il va falloir gérer votre fougère, par exemple. Il va falloir oui. en prendre soin. Bon, on va la gérer en équipe, je vous dis, c'est parce qu'elle a vraiment le pouce vert, là. Et je Mais dois j'aime dire, ça, moi, les Moi, plantes. j'ai fait un effort. J'ai déterré une des fougères chez moi, mais elle avait tellement de racines profondes, j'ai pas été capable. Et c'est une collègue de TVA, Julie, qui ce matin est arrivée avec cette fougère. Alors, je la remercie. Merci beaucoup, Julie. Et, Ben, c'est ça, je vois collègue Julie. Alors, ouais, merci, exact. Julie. Je sais pas si je l'ai croisée, mais merci, Julie. Merci beaucoup, Geneviève Guilbeault, d'avoir pris le temps. Merci à vous. Bonne journée.